L'idée de ce livre, c'était de faire une histoire de la Deuxième Guerre mondiale à travers 50 discours qui ont marqué ce conflit. Alors pourquoi s'être focalisé sur les discours pour la bonne raison qu'un discours pour un décideur politique, c'est un acte majeur. C'est pas un simple document qu'il lit à une tribune ou qu'il récite par cœur. Derrière un discours, il y a tout un travail qui a été fait, tout un travail de réflexion et un travail qui reflète un engagement politique pour un décideur politique. D'ailleurs, on voit qu'un discours, lorsqu'il est rédigé et lorsqu'il est prononcé, soit c'est l'annonce d'une politique qui va être effectivement réalisée, soit dans certains discours, il faut les lire un peu en creux et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées mais qui ne seront absolument pas faites, ou à l'inverse, des choses qui ne sont pas annoncées mais qui seront faites. Donc les discours ont plusieurs facettes et non pas, il ne faut pas se laisser, je dirais, berner par l'apparence d'un discours. Il faut essayer de creuser, voir ce qu'il y a derrière un discours. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire avec ce livre en mettant en perspective donc 50 discours qui ont marqué le conflit. Ils ont d'autant plus marqué le conflit que le discours pendant la Deuxième Guerre mondiale devient une arme de guerre. Et ça, c'est la grande nouveauté avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est que grâce à la radio, le discours devient un vecteur de résistance, mais pas seulement de résistance. Donc c'est évidemment un vecteur de résistance pour quelqu'un comme De Gaulle, comme Churchill. C'est un vecteur de réalisation de la terreur pour quelqu'un comme Hitler, pour Goebbels, voire évidemment aussi pour quelqu'un comme Mussolini. Cela dit, on ne se limite pas à l'Europe dans ce livre, on essaye de montrer que cette guerre est une guerre mondiale, et donc les intervenants, ceux qui proclament ces discours, sont autant tirés du paysage, je dirais, européen que du paysage asiatique. D'ailleurs, le livre se termine donc par le discours d'Hirohito avec donc la fin de la guerre en Asie. Alors ça m'amène à dire que les discours tels qu'on les voit sont des discours à la fois des discours de confrontation où on voit quelqu'un comme Mussolini, donc à la tête de l'État fasciste en Italie, qui donc est arrivé en 1922, mais qui va s'exprimer en 1935 pour déclarer la guerre, mais il ne la déclare pas d'ailleurs officiellement. C'est là encore une fois où le discours est une arme de manipulation aussi. Donc pour annoncer la guerre à l'Éthiopie, et en retour, on a l'année suivante, ce qui figure dans le livre, donc le discours de l'empereur Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, qui, à la tribune de la Société des Nations, donc la SDN, va dire à l'Assemblée, composée quand même pour beaucoup d'Européens, ça risque d'être à votre tour la prochaine fois. Alors, donc je disais, discours de confrontation, mais aussi des discours qui, je dirais, se complètent, des discours qui sont tout à fait complémentaires, et c'est plus particulièrement vrai dans le cas des discours de résistance. En particulier entre les discours de Churchill et les discours de Gaulle, on voit une très forte complémentarité. Le meilleur exemple, je dirais, c'est les deux appels du 18 juin en 1940, celui qu'a prononcé à la Chambre des communes Churchill, et puis quelques heures plus tôt, celui que prononcera le général de Gaulle. Voilà. Deux moments forts, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons donc fait un travail autour donc, de 50 discours que nous avons sélectionnés, en essayant de les mettre en perspective, chacun de ces discours, donc en les replaçant dans leur contexte historique, et en même temps en les analysant, en essayant de voir en quoi ils étaient complémentaires, en quoi il y avait confrontation, comme je viens de l'évoquer. Alors sur le découpage chronologique, il nous a semblé intéressant de travailler sur une période de 10 ans, de 1935 à 1945.
Donc 1935, c'est, comme on vient de le voir, le début de la guerre d'Éthiopie, avec Mussolini qui passe à l'attaque en Éthiopie. Et moment très important parce qu'il va montrer que le système de sécurité collective tel qu'il avait été bâti après la Première Guerre mondiale, donc autour de la SDN, va s'écrouler complètement. Et donc c'est à partir de cette date, qui est un élément décisif pour nous, que nous démarrons cette période des discours, jusque donc, comme je le disais, en 1945, avec évidemment la fin du conflit. Donc première partie 1935-1935 avec l'échec du système de sécurité collective et la marche vers la guerre, avec évidemment en 1938 la conférence de Munich, 1939 les événements en Tchécoslovaquie, etc. Et les débuts de la guerre le 1er septembre 1939 avec l'attaque de Hitler contre la Pologne, qui évidemment marque officiellement le début du deuxième conflit mondial. La deuxième partie concerne donc justement les débuts de ce conflit, donc c'est la période 1939-1940, avec évidemment un focus important sur les événements en Europe et sur les discours, donc on l'a cité, évidemment le discours de Gaulle, mais on parlait de discours de résistance, donc les discours de résistance, et ce que j'essaie de montrer, c'est que dans le cas de Gaulle, le véritable discours de rupture de Gaulle, ce n'est pas celui du 18 juin 1940, mais c'est celui qui date de quelques jours après, celui du 26 juin 1940, qui intervient après la mise en vigueur de l'armistice le 25 juin. Donc la deuxième partie concerne la période 1941-1942. Et donc c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le passage d'une guerre qui était régionale, limitée à l'Europe, à une guerre mondiale, avec deux événements majeurs. En juin, l'attaque par l'Allemagne de l'Union soviétique, donc avec un discours très important de Staline, qui va être d'autant plus important qu'il va montrer à quel point il a été surpris, entre guillemets, par ce conflit, et à quel point il a mis du temps à réagir, Staline. Le deuxième discours important, c'est celui de Roosevelt, donc en décembre 1941, avec juste après Pearl Harbor, bien sûr, avec l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque des Japonais. La quatrième partie concerne la période 1943-1945. C'est une période évidemment décisive, pour la bonne raison que sur le plan militaire, les Alliés vont de victoire en victoire et parviennent, à force de résistance, à force d'une mobilisation et à force d'une unification des différents membres de cette alliance, à renverser le cours de l'histoire et à écraser les pays totalitaires, que ce soit évidemment l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, que le Japon. Et donc on termine la guerre par un nouvel ordre mondial qui apparaît en 1945, après Hiroshima, après l'explosion de la première bombe atomique, la première fois qu'au monde on est cette explosion qui donc va ouvrir l'ère du nucléaire dans l'histoire, et qui est donc de ce point de vue-là quelque chose de tout à fait décisif. Et également, et ça on le voit déjà dans certains discours, en particulier dans un discours de Churchill qui est très important, on voit déjà poindre ce qui va succéder à la Deuxième Guerre mondiale, à savoir la guerre froide, donc un nouveau conflit en perspective, mais qui évidemment prendra des formes tout à fait différentes, et avec évidemment une idéologie différente de celui auquel on vient d'assister.